Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'entreprise Reworld Media. Donc Reworld Media elle a sorti ses résultats aujourd'hui du troisième trimestre, donc seulement au niveau du chiffre d'affaires comme la plupart des entreprises européennes. Pour rappel, Reworld Media est situé en France, c'est le premier éditeur de presse magazine, le second média digital avec près de 33 millions de visiteurs uniques mensuels, et le premier groupe média sur les réseaux sociaux avec plus de 77 millions de followers. Au niveau du chiffre d'affaires, on a une croissance de plus de 9% au troisième trimestre, donc ça reste une très belle croissance. Cependant, il faut bien différencier ces deux activités. Donc elle a une activité de B2C et une activité de B2B, donc business to consumer, donc réservé aux particuliers, et business to business qui est réservé aux professionnels. Ce qu'on peut noter, donc voilà, très belle croissance au niveau du B2B avec 25,5%. Si on compare le troisième trimestre 2022 avec celui de 2023. Par contre, le B2C, croissance négative de moins 5,5%, donc c'est nul. C'est nul. Et globalement sur l'année, si on fait une moyenne des deux activités, on a plus 9%. Donc ça reste pas mal. On voit très clairement qu'il y a un plan stratégique qui est mis en place, c'est-à-dire qu'ils essayent de se focaliser de plus en plus sur le B2B et de délaisser le B2C. On voit qu'en 2022, au total sur les trois premiers trimestres, on a une activité B2C qui est plus forte que celle du B2B. Et cette année, c'est le contraire. On a 213 millions d'euros pour le B2B qui dépasse assez largement le B2C. Et tant mieux parce que la croissance est plus forte. On peut voir en cumul sur 9 mois qu'on a une croissance quand même de 23,4%. Quant au B2C, moins 2,6%. Donc déjà, c'est une très belle chose. On va voir ensuite qu'est-ce qui fait que l'entreprise réussit encore à croître. Et on va vite se rendre compte que c'est seulement par voie d'acquisition, donc par croissance externe. Donc c'est assez dommage. On n'a pas de croissance organique. On n'a pas du tout de croissance organique. Au contraire, elle est même négative. On peut voir qu'en croissance organique du chiffre d'affaires, on a moins 1% pour le troisième trimestre. Et sur les 9 premiers mois, on a moins 0,7%. Donc c'est pour ça que William Higgins, au niveau de son fonds d'investissement, il a vendu la valeur. Une fois à 50% et ensuite le mois d'après, il l'a vendu à 100%. Parce qu'il avait peur que l'entreprise... en fait, il avait du mal à s'imaginer l'entreprise croître par voie interne. Ok, donc augmentation du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Au niveau du pôle B2B, on a 25,5%. Dans la continuité du premier semestre, la croissance est portée au troisième trimestre par les acquisitions réalisées en octobre 2022 des activités publisher de Unify en France, Marmiton, Au Féminin, Doctissimo, Les Numériques, etc. Puis en janvier 2023, des marques Grazia et Icon à l'international, et de leurs activités médias sur le territoire italien. Ces activités stratégiques pour le développement, ces actifs stratégiques pour le développement et l'internationalisation du groupe et dont l'intégration se finalise contribuent au chiffre d'affaires consolidé à hauteur de 11,9 millions d'euros sur le troisième trimestre, dont 10 millions est réservé au B2B. Donc on voit encore une fois, et là on voit très clairement que même au niveau de leurs acquisitions, ils essayent de se consacrer quasiment intégralement au B2B. Donc peut-être qu'ils ont vu qu'au niveau du B2B, il y avait une rentabilité qui était bien plus forte, et c'est possiblement pour ça qu'ils essaient de se concentrer là-dessus. Et voilà, ils délaissent de plus en plus le B2C. Ok. Le chiffre d'affaires du pôle B2B affiche une croissance organique de plus de 7,4% sur le troisième trimestre. Donc on voit en fait qu'en organique, si on avait seulement du B2B, on aurait quand même une croissance. Donc ça peut, dans les années à venir, s'il y a une restructuration, un changement de modèle stratégique, peut-être que une croissance organique apparaîtra enfin, positive. Ok, sur le troisième trimestre, tiré par une bonne dynamique des offres d'affiliation et de performance. Il atteint 181 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, soit plus 4,7%, sous l'effet de la rationalisation des volumes et du calendrier de diffusion magazine,
le chiffre d'affaires du pôle B2C baisse de moins 8,5% sur le troisième trimestre. Donc voilà, clairement il faut essayer de se débarrasser clairement il faut essayer de se débarrasser de cette activité-là. Et en tout cas, c'est clairement ce qu'ils essayent de faire, de se débarrasser des activités de B2C. Peut-être que les marges réalisées sont plus faibles, mais voilà. On voit clairement une nouvelle stratégie qui se démarque. Ce qu'on peut noter, donc qu'en est-il du management? Comme je l'avais dit lors des 2 premières vidéos que j'avais fait à ce sujet, il faut vraiment creuser au niveau du management. On a des émissions d'actions. Donc attention. Moi je pense que c'est quand même très limité. Que la croissance est quand même très limitée parce qu'elle est essentiellement tirée par les acquisitions. Donc c'est un modèle qui ne peut pas tenir très longtemps. Sauf si le B2B permet d'avoir de meilleures marges. Ça, faudra vraiment attendre la fin de l'année, de voir les résultats. Comme au niveau du chiffre d'affaires, ça reste toujours bien. Donc on a des bons résultats, surtout liés à l'activité de B2B et à la croissance externe. C'est une action qui reste très sous-évaluée. Aujourd'hui, on a un cours de 3,75 €. Personnellement, j'ai un PRU qui est bien plus élevé, qui est à 4,75. Je suis pas pressé, c'est pas non plus une grosse... elle détient pas une grosse part de mon portefeuille. Donc voilà, je suis pas stressé, j'attends. Et par contre, c'est pas une entreprise que j'aimerais garder forcément très longtemps, au vu de ce qui est en train de se passer. Voilà. En fait, elle a toujours été très très sous-valorisée. Par exemple, si on utilise Value Investing Screener, par rapport à 2 modèles de valorisation, on a une sous-évaluation évidente de 48,2%, et pour le modèle DCF, 8,5%. Ok, on ira voir les ratios juste après. Ce que je voulais indiquer également, c'est que je l'ai déjà mentionné dans ma dernière vidéo, mais il y a des menaces quant à la croissance organique évidemment, baisse de l'activité surtout au niveau du B2C. Attention au management, toujours pas de rachat d'actions alors qu'elle est quand même tombée vers les 3,34 il me semble. Aux alentours des 3,10 on va dire. Elle est tombée vers les 3,0. Je comprends pas qu'à ce prix-là, elle avait un PER qui devait être aux alentours des 3. Je comprends pas qu'à ce niveau-là, la société ne rachète pas ses actions. Donc voilà, ça veut dire potentiellement qu'elle ne croit pas en la valeur, et c'est assez dommage. Aussi, au niveau des menaces, c'est aussi pour ça que j'attends de voir les résultats. Donc il y avait 2 procès qui se sont tenus, il me semble que c'était cette année, il me semble pas que c'était en 2022. Au niveau de Doctissimo, donc la CNIL, elle a mis une amende à l'entreprise de 380 millions d'euros. Je crois qu'on pouvait le voir sur cette tactique. Pour non-respect du RGPD. Sanction lourde pour Reward Media. La Commission nationale de l'information et des libertés, la CNIL, a adressé 2 amendes au site Doctissimo, donc Doctissimo qui fait partie du groupe Reward Media, pour une sanction totale de 380 000 euros. Donc c'est assez énorme pour une entreprise qui a une capitalisation de 212 millions d'euros. Donc voilà. Et le chiffre d'affaires qu'elle réalise, il est quand même pas extraordinaire non plus. C'est quand même une somme qui est énorme pour un groupe comme ça. Mais bon. Une plainte déposée en 2019, alors je sais plus quand est-ce qu'ils ont eu à les payer. 17 mai, donc il me semble que c'était vraiment cette année. Ouais, voilà. Donc 17 mai 2023. Donc on va voir au niveau des résultats, je pense que ça va quand même peser très très lourd, et c'est peut-être pour ça que le cours est aussi bas actuellement. Donc voilà, ils avaient eu cette sanction de 380 000 euros à l'encontre de Doctissimo par rapport à 5 manquements. Durée de conservation excessive des données de santé des utilisateurs, absence de recueil du consentement des personnes pour collecter leurs données de santé, manquement à l'obligation d'encadrer par contrat les traitements effectués avec un autre responsable de traitement, manquement à l'obligation d'assurer la sécurité des données personnelles, et l'absence de recueil du consentement de l'utilisateur concernant le dépôt de cookies publicitaires. Voilà, et au niveau des ratios financiers pour terminer, c'est vrai que le rapport financier au niveau du 3e trimestre il est relativement léger, donc
Dernier cours de clôture 3,80. Estimation de juste valeur quantitative par les analyses de Morningstar 7,69. On est en bas du nuage de points. Donc pour moi, il y a opportunité si on se fie évidemment aux avis des analystes. On a 50% de potentiel. On a un cours sur juste valeur qui est à 0,49. Donc l'entreprise peut doubler selon les analystes. Et devrait doubler par rapport à sa valeur réelle. PER de 5,2, très sous-évalué par rapport au secteur de 15,3. Cours sur trésorerie, ils ont quand même une trésorerie qui est pas si dégueulasse. Alors je sais pas si les acquisitions réalisées sont utilisées essentiellement par la trésorerie. J'ai l'impression, comme le flux de trésorerie disponible, il a quand même pas mal diminué lors des dernières années, alors qu'ils ont aucune dette. Donc je pense qu'ils utilisent leur flux de trésorerie disponible. Ça peut être une bonne chose dans ces temps de taux d'emprunt, de taux d'intérêt assez élevés. Rendement de dividende 0. Ils ont jamais versé de dividende pour l'instant. Après, ça fait assez peu de temps, tout de même, qu'ils ont de bons résultats nets. On peut voir, je l'avais déjà précisé, mais qu'en 2018, donc ça fait 5 ans, qu'ils avaient des marges nettes seulement de 3,9%. Et en 2017, 0,9%. Donc ils étaient à peine rentables. Donc attendons plusieurs années avant qu'ils puissent verser un dividende si croissance il y a encore. Dette long terme sur actifs, donc 0. On est quasiment pas en débat. On n'est pas du tout endetté, en tout cas au niveau des dettes long terme. Évidemment qu'ils ont certaines dettes, j'imagine, mais très court-termistes et au niveau du volume, elles doivent être très très peu importantes. Rentabilité, donc ROE 28,6, donc c'est une entreprise très rentable qui rentabilise très bien ses capitaux propres, et rendement des actifs 7,9, donc très bien au niveau de la rentabilité. Des marges nettes de 8%, très bien actuellement. Et voilà, chiffre d'affaires en hausse chaque année, belle croissance, à peu près de 10% chaque année. Depuis 2020, faut pas prendre 2020 comme il y a eu une reprise qui était extraordinaire, mais on a une croissance chaque année d'à peu près 10%. C'est très bien. Les résultats nets, ils suivent parce que les marges, elles suivent également, à part en 2020, année exceptionnelle. Mais 2021, par contre, on n'a pas les données pour 2022, bizarrement. Mais on est sur des marges qui restent pareil, il me semble, qui restent de 8%. Donc les résultats nets sont en croissance. Si chiffre d'affaires croissant plus marge nette au moins stable, résultat net qui augmente. Et ben voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou à me contacter par email.